Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on parle de crime et de café. Je suis votre animatrice Catherine et je suis avec Audrey. Bonjour Audrey, comment ça va aujourd'hui? Ah, ça va pas pire, ça va pas pire. Et toi, comment ça va? Ça va toujours bien, c'est pas mal relativement stable, mon humeur, je dirais. Voilà. Ben oui, on a du Ce que plaisir j'avais à à Un peu dire de aujourd'hui. crime. On a du plaisir, on boit du café et on discute entre amis avec vous, nos chers auditeurs et chères auditrices. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés encore d'une invitée spéciale qui est venue plusieurs fois, mais qui est toujours aussi spéciale. Mégane, bonjour. Allô? Oui, je suis encore là. T'es d'accord Je suis là? encore là. Aujourd'hui, tu es là pour commenter parce que c'est Audrey qui va nous raconter un cas. Oui. Alors Audrey, tu as un cas Oui. et tu as un breuvage à nous présenter. Quel est le breuvage? Mais bien sûr. Donc, récemment, on a reçu un message d'une auditrice qui nous a dit qu'elle aimait beaucoup le podcast, mais qu'elle ne boit pas de café. Alors, elle nous a dit, moi, je bois seulement du thé, mais j'aime quand même beaucoup votre podcast. Alors, parce que nous vous écoutons, chers auditeurs et chères auditrices, et parce que l'auditrice s'appelait Audrey et moi aussi, alors c'est comme la communauté des Audrey, Ouais. il faut qu'on se soutienne. Et pour l'amour de la caféine sous toutes ses formes, j'ai décidé de vous recommander un thé. Même si moi, j'en bois pas beaucoup du thé, je suis vraiment plus café, mais ça, c'est un thé que j'affectionne beaucoup. C'est un thé qui vient du Camellia sinensis, à proximité de l'UQAM, donc en plus, ça me fait penser à où est-ce que je me tenais entre mes cours et je m'ennuie donc d'aller chiller au Camellia sinensis. Alors, le thé que je vous recommande, c'est le thé Assam Banaspati. Non pas Bananaspati comme je l'appelle tout le temps. Banana splitty. Donc, c'est le thé Assam Banaspati qui vient de l'Inde. C'est un thé noir. La description sur le site du Camellia sinensis le décrit comme ayant beaucoup de corps et dont les arômes nous rappellent le tabac, le malt et les prunes. Oh oh! Oui, c'est un excellent thé dont le goût me rappelle un peu le beurre, la crème. C'est vraiment très rond en bouche. C'est un excellent thé que je vous servirai un jour, Catherine et Mégane, quand on va pouvoir être autour d'une table ensemble. Et je trouve que c'est un excellent thé à boire le matin ou avec un dessert, donc un dessert très sucré. Je trouve que ce thé-là vient vraiment bien balancer le sucre d'un dessert. Alors, je répète, c'est le thé Assam Banaspati de chez Camellia sinensis. C'est un excellent thé si vous êtes un fan de thé noir, par exemple Earl Grey, Irish Breakfast, etc. Ça va vraiment être... ça va être votre tasse de thé. Oh, on peut mettre un petit peu de lait dedans, c'est peut-être bon. Oui, le site Camellia sinensis dit qu'avec un nuage de lait, c'est particulièrement excellent. Moi, je prends toujours mes thés oversteeped et pas de lait, mais you do you, on vous aime. Toi, t'es une vraie, là. Moi, ça me prend le thé très faible et avec beaucoup de lait dedans. Comme j'ai appris à le boire en Angleterre. Puis les gens qui boivent du thé noir, pas de lait, je trouve que c'est trop hardcore pour moi. Je suis bien Do impressionnée. not mess with me. Je bois mon thé noir oversteeped puis pas de lait. Aïe aïe, ok, parfait. On va prendre note de ça. Alors aujourd'hui, ça va être un peu de crime dans ton thé noir. Exactement. Voilà. Formule un peu différente. Alors, de quel cas tu vas nous parler aujourd'hui, Audrey? Donc, le cas dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est un cas qui est vraiment pas très connu ici au Québec, plutôt aux États-Unis, et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Ce cas-là, j'en ai entendu parler dans une chronique de Daniel Proulx qu'on salue pour la 800e fois en 6 épisodes. Wow! Oui. Alors, c'était dans une chronique spéciale où il faisait l'éloge des femmes gangsters. Alors, c'est quand je faisais mes recherches sur Monica Lamitraille qu'il y avait dans l'encadré sur Monica Lamitraille un plus petit encadré qui parlait de ce cas-là. Alors, le cas dont je vais vous parler, c'est le vol de Laverne Redfield, qui était un millionnaire excentrique américain
qui s'est fait dérober 2 millions par une jolie femme fatale qui a usé de ses charmes afin de dérober sa fortune à Monsieur Redfield. C'est un cas qui, selon moi, devrait être fait en film très, 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 très bientôt. Et je l'ai intitulé « La revanche de Donalda sur Séraphin ». Oh, j'aime ça! Ok. Parce que Monsieur Redfield, c'était tout un gratteux de scène. Oh, gratteux de scène. Exactement. Et qui aimait beaucoup jouer dans les casinos de la région de Reno. Et je vais dire Reno pendant l'épisode, parce que je trouve que Reno, c'est vraiment laid. Reno! Dans la ville de Reno. Reno au Nevada. Exactement. Alors, je vais mettre un peu de crime dans votre thé ou dans votre café, peu importe ce que vous buvez avec nous ce matin, cet après-midi, ce soir. Cette nuit, si vous voulez nous écouter la nuit, pas de trouble. Let's spend the night together, comme dirait Michael Jaguet. Michael Jaguet! Les roches qui roulent! Avant de commencer mon cas, par contre, j'aimerais faire une petite capsule. C'est qui Ayn Rand? Et c'est quoi l'objectivisme? Parce que Laverne Redfield, c'est vraiment un véritable personnage qui semble sortir d'un roman de Ayn Rand. C'est un monsieur qui ne croyait pas au gouvernement et qui croyait que son argent, c'était pour lui et personne d'autre. Alors, je vais rapidement vous faire une petite chronique sur c'est qui Ayn Rand et la philosophie de l'objectivisme, juste pour qu'on puisse comprendre un petit peu d'où il vient, ce monsieur-là, et la philosophie qui a motivé sa vie. Alors, comme je vous dis, Ayn Rand, c'était une romancière russe qui vivait aux États-Unis au début du 20e siècle. Et elle a développé une philosophie qu'on appelle l'objectivisme. L'objectivisme, c'est la croyance selon laquelle toute connaissance et valeur humaine est fondamentalement objective parce qu'elle se base sur une expérience du réel et non sur une expérience subjective. Donc, c'est fondamentalement anti-religion parce que c'est pas quelque chose qu'on peut expérimenter de façon concrète. Parce que cette philosophie se base sur l'expérience individuelle, elle prône l'égoïsme. Ah! America! Par ailleurs, le livre où elle développe l'objectivisme s'appelle The Virtue of Selfishness. Selon Ayn Rand. What? Yep, The Virtue of Selfishness. Greed is good. Greed is good. Selon Ayn Rand, pour être libre, l'individu doit choisir son système de valeurs et non l'hériter de sa famille ou du milieu dont il provient. Chaque individu est fondamentalement responsable de ses actes, que ceux-ci soient posés pour l'avantager ou le détruire. Alors, si tu t'auto-détruis, c'est toi qui l'as décidé, donc l'objectivisme n'a pas de problème avec ça en tant que tel. Et pour s'accomplir, un individu doit être productif. Alors, c'est une philosophie qui, même si elle peut sembler un peu conservatrice, est très en faveur des arts parce que c'est une manière d'être productif. Et avec toute cette emphase sur la liberté individuelle, sur le plan politique, on croit en une réduction considérable du rôle du gouvernement. Donc pour Ayn Rand, le gouvernement est juste là pour maintenir les lois en place parce que quand tu commets un crime contre quelqu'un d'autre, tu limites sa liberté. Ok, fait que toutes les lois doivent être créées en fonction de permettre la liberté individuelle. Exactement. Mais là, moi, parce que j'aime obstiner les gens... Oui, moi aussi j'aime ça. Si je décide de commettre un crime, c'est ma liberté de le faire. Alors si tu m'empêches de commettre un crime, tu réduis ma liberté. What you gonna do about it, Ayn Rand, qui est morte? D'accord. Il y a beaucoup de plot holes. Oui, il y a beaucoup de... Moi, je connais pas Ayn Rand. Je sais que c'est quelqu'un qui a comme vraiment une mauvaise presse, là. Mais là, justement, ce qu'elle dit jusqu'à date, c'est que les gens doivent être libres de choisir comme le système de valeurs qui leur convient. Puis là, les gens, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent faire. Pour l'instant, ça semble pas super négatif. Non. Ok. Est-ce qu'on va arriver dans les aspects plus négatifs de sa philosophie plus tard ou il y a quelque chose que je comprends pas partout? Oui, non, c'est parce que pour elle, le gouvernement n'a absolument rien à dire sur le plan de l'économie. Parce que le gouvernement n'est pas une entreprise. Alors, ils n'ont rien à dire sur l'économie parce qu'eux, ils ne font pas d'argent. Alors, ce sera aux entreprises de régler tout ce qu'il y a à voir avec le marché. Du capitalisme sauvage? Ouais, c'est ça. Ok! Les entreprises sont libres de te fuck up si ça leur Parce que ils ont la liberté de faire ça. Oui, et c'est parce que les gens qui dirigent ces entreprises-là, c'est leur liberté fondamentale de faire le plus d'argent possible et de dire d'aller manger de la chenaille puis de débarquer de leur dos au niveau des impôts. Là, je suis moins on board Ayn Rand, là. c'est vraiment la philosophie de l'égoïsme. Ouais, ok, parfait. Parce que Ayn Rand, pour elle, c'est un non-sens d'aider les gens.
Ah! Parce que c'est Ah. te donner... Quand je t'aide, commence à je te donne comprendre. mon temps et mes ressources. Ouais. Et moi, je n'atteins pas mon plein potentiel parce que je t'aide toi à atteindre ton plein potentiel en te donnant mes ressources. C'est pas efficace et performant, comme c'est Non, la performance. absolument là. pas. Ok, c'est ça. C'est pas efficace d'aider les autres. Ok. Non. Ça rentre pas dans son système de valeurs d'aider les autres comme étant quelque chose de productif D'accord. et bon. Je comprends pourquoi c'est controversé maintenant. Ça va! Ok, on est sur la même page. Au niveau des impôts, Ayn Rand croit que les impôts, ça devrait se faire sur une base volontaire. Ah ben oui. Parce que, après tout, tu bénéficies de certains services gouvernementaux, alors tu dois payer la police et tu en payes un petit peu plus si tu veux. Parce que, par exemple, nous, nos impôts servent à entretenir les routes, croyez-le ou non. Je n'y crois pas une seconde, mais oui. Mais selon la philosophie de l'objectivisme, on n'a pas à faire ça puisque c'est les entreprises de construction qui doivent s'occuper des routes. Donc, elles se financent elles-mêmes et nous, on n'a pas à leur donner d'argent parce que c'est pas le gouvernement qui s'occupe de ça. C'est que c'est Ayn Rand qui a inventé l'histoire de sponsor un highway qui est aux États-Unis où tu peux acheter des routes, là. Ouais, c'est ça, avec les... Ben, c'est ça, donc, comme tu le disais tantôt, Catherine, là, il me semble qu'il y a certains éléments qui sont pas si pires, Ouais, parce c'est qu'en effet, Ayn Rand, elle était fondamentalement pro-choix, parce que le gouvernement n'a pas un mot à dire sur ce qu'une femme fait avec son corps. Une femme est responsable de ses actes, alors si elle veut se faire avorter, c'est son choix, Ok. et nous, on n'a absolument rien à dire là-dessus. Ok. Puis c'est anti-religieux, fait qu'il y a pas le... Jésus serait pas d'accord avec ça. Exactement. Mais, en gros, l'objectivisme, c'est la liberté d'être un maudit trou de cul égoïste. Ah, ok, parfait. Mais j'avais entendu dire qu'elle était super sexiste, mais en fait, elle est pas... Ben, c'est parce que Ayn Rand, elle trouvait que le viol, c'était quelque chose de très beau. Parce que c'est un homme qui utilisait sa liberté fondamentale pour prendre quelque chose qu'il voulait. Ok? A.k.a. une femme. Mais si toi, t'es en train de te faire agresser puis tu le kicks dans les chenolles, tu le droit de faire ça? Dans sa, dans sa liberté Ben, dans à les elle? dans les romans de Ayn Rand, que je vous recommande absolument pas, Non, ils sont non, nuls. personne n'a recommencé, effectivement. Les femmes, quand elles se font agresser, elles sont amazed. Ah, Parce ok. qu'elles se disent « Oh mon Dieu, cet homme-là me voulait tellement qu'il est entré par effraction chez moi puis il m'a agressé dans mon Mais bain. c'est incroyable, » C'est incroyable. C'est des hauteurs incroyables au niveau de la morale, puis comme des profondeurs abysmales en même temps. C'est juste les extrêmes. Wow! Puis Ayn Rand, juste pour vous dire à quel point elle-même, elle ne croyait pas à ça, Ouais. parce que selon elle, le gouvernement ne devrait pas donner d'argent aux gens, Non. parce que c'est à chaque personne d'utiliser son argent. Ben ouais, ben Ayn Rand fumait 15 paquets de cigarettes par jour, donc à la fin de sa vie, elle a eu un magnifique cancer des poumons, carrément. et elle n'avait pas d'argent. Alors, c'est des programmes sociaux qui lui ont payé de la chimiothérapie. Oh my god. Elle aurait dû se laisser mourir de son cancer parce que c'est de sa faute si elle a fait ça. Les programmes sociaux auraient Exactement. dû lui dire de manger de la Elle est chenille. responsable de ses Ouais, actes. c'est ça. On a lu tes livres, là, Anne, puis mange les chenilles. Mange de la chenille, c'est notre expression, un peu de crime. Oui, mange à chenille. Et si vous avez encore des doutes Non, j'en et ai que vous plus. êtes comme non, Audrey, moi je pense que ça peut marcher. Ayn Rand, c'est l'auteur préféré de Ted Cruz, Ah ouais. le sénateur du Texas, qui a décidé d'utiliser sa liberté fondamentale pour aller à Cancun pendant que ces gens mouraient dans une tempête de glace. Et le Texas, ça fonctionne pas mal comme un wet dream de Ayn Rand. Alors l'électricité est fournie par des entreprises privées qui décident de leur prix. C'est pas comme ici où est-ce que c'est Hydro-Québec qui fournit tout le monde. Alors, tu dois choisir ta propre entreprise qui te fournit en électricité. Et ces gens-là, qui dirigent les entreprises, ont utilisé leur liberté fondamentale pour se mettre plus d'argent dans les poches et ne pas mettre de dispositifs qui allaient protéger les turbines en cas de grand froid. Non, c'était leur Alors liberté. voilà. Et charger plusieurs milliers de dollars par jour pour chauffer les maisons. En plus, si on croit les théories de complot, Ted Cruz a utilisé ses libertés personnelles pour être le Zodiac Killer. Fallait Exactement. mentionner ça à un moment donné dans le podcast, voilà. Alors, cette parenthèse, rappelez-vous-en quand on va commencer à parler de Laver Redfield et de ses opinions avec les impôts. Ok. Alors, maintenant, on va commencer l'histoire de Laver Redfield. Il était petit, timide, toujours vêtu d'un jean usé et d'une chemise à carreaux. Mais il n'était pas un mauvais cosplayer de bûcheron. Laver Redfield était également un des hommes les plus riches de la ville de Reno, dans l'état du Nevada, une ville aussi connue à l'époque comme la capitale du jeu, avant que ce titre ne lui soit dérobé par Las Vegas. Et la capitale du divorce rapide? C'est pas là que tout le monde va pour divorcer après s'être marié à Vegas? Catherine, t'as pété mon punch. Oh, excusez! Ok, on comprend ça Pas au grave, je t'aime montage. pareil. On comprend ça au montage. Ah, je t'aime pareil. En véritable séraphin, Laver Redfield, il aimait pas ça dépenser son argent, sauf s'il se trouvait
autour d'une table de roulette. Là, c'était free for all, mesdames et messieurs. Quotidiennement, M. Redfield pouvait parier entre 5 000 et 100 000 $, et ce, même pendant la Grande Dépression. Parce qu'il traînait beaucoup trop d'argent cash sur lui, Redfield ne pouvait pas avoir un portefeuille parce qu'il n'était pas assez gros. Alors, il traînait ses gains dans un sac en papier. Weird flex, mais ok. Voyons donc. En 1948, ce fashion faux pas lui aura valu d'être attaqué par un chauffeur de taxi qui l'a suivi à la sortie d'un casino. L'homme l'a frappé à la tête une bonne douzaine de fois à l'aide d'une brique, exigeant que celui-ci lui remette le sac. Chaque fois, Redfield refusait et resserrait sa poigne sur sa sacoche improvisée. Donne-moi le sac! Bank! Non! Bank! Non! S'il voulait pas se faire voler, il avait juste à se promener avec un sac de papier plein de cash. Là. Avec un gros signe de pièce dessiné dessus au charpie. Ça, c'est mon lunch, ça, c'est mon sac plein d'argent. Oh non, j'ai mélangé, j'ai bien mangé un vin. Quand une foule de curieux s'est attroupée autour d'eux, le chauffeur de taxi a renoncé au butin et s'est enfui, laissant Redfield ensanglanté sur le trottoir. Ce crime, aussi crapuleux qu'il peut sembler, ça va être la petite bière en comparaison avec la tempête médiatique qui allait s'abattre sur Redfield et sa femme. En effet, le 1er mars 1952, les médias américains annoncent que des cambrioleurs ont établi un nouveau record à Reno, dans le Nevada, en mettant la main sur près de 2 millions de dollars US lorsqu'ils ont dévalisé la demeure de Laver Redfield. Mais là, on va retourner en arrière encore un petit peu et parler du real-life Séraphin qui allait bientôt se faire voler par sa belle Donalda. Né en 1897 à Ogden, en Utah, dans une famille de Mormons, ma chère Catherine. Oh, des Mormons! Surprise Mormons! Boum! Moroni nous a visités. Hey, sais-tu quoi? Là, tout d'un coup, ça s'explique encore plus, là, le libertarisme et tout, là. Les Mormons, ils font pas particulièrement confiance au gouvernement ou aux banques. Mais non, c'est ça. Laver Redfield a toujours été solitaire et excentrique. Dès son plus jeune âge, il avait adopté une mentalité de séraphin et affirmait à qui voulait bien l'entendre qu'il n'y avait pas de poubelle dans la maison familiale parce que tout était réutilisé. Fait que tes pleurs de banane. Ça, c'est un weird flex. Il vivait déjà un minimalist life. Ah. Il était prêt pour Instagram. C'est zéro déchet. Zéro déchet, mais comme 80 ans avant le temps. Exactement. Plus que ça. Adulte, Redfield a fait sa fortune en investissant à la bourse, particulièrement dans les entreprises pétrolières et minières. Smart. Sans jamais obtenir l'aide d'un courtier, il semblait doté d'un sixième sens pour savoir quand acheter et quand vendre ses actions, et sa fortune a fluctué même pendant la Grande Dépression. Mais personne ne sait trop pourquoi. Éventuellement, on l'a surnommé le Lone Wolf of Spring Street, ce qui sonne plus comme quelqu'un qui a oublié le titre, Oui. Wolf of Wall Street. Oui. Oh, le film, là, Le avec Lone le Wolf. monsieur de Titanic. Lone Wolf, c'est ça. Le Lone Wolf on Spring Street, Springsteen, ouais, Mais c'est ça, c'est ouais. ça, j'allais dire, ça sonne comme un album de country. En 1935, Redfield déménage dans l'État du Nevada qui était alors connu comme étant un véritable paradis fiscal. En effet, s'il coûte cher de s'incorporer au Nevada, l'État ne taxe cependant pas les revenus des entreprises. Alors quand t'arrives, tu payes un gros montant, mais après tu payes plus rien. C'est quoi cette logique niaiseuse-là? Écoute, je ne suis pas dans le gouvernement américain parce que je te brasserais ça pas rien qu'un peu! Les États, là, c'est ça. On veut pas vous dire comment gérer vos finances, mais ouais, voilà. Par exemple, un autre monsieur riche qui a profité de ce wet dream libertarien, monsieur Bing Crosby, Oh! habitait dans le Nevada pour ne pas payer ses taxes. Le chanteur? Oui, le chanteur de Noël. Ah, ben, tiens. Toutes Hey. ses chansons de Noël. Tout son argent de Noël caché en dessous de son sapin. Ben oui, il payait pas. Mon argent dans les Les campagnes, campagnes. je l'ai caché en dessous d'une roche. Le dernier épisode, c'est la Bamba, puis là, c'est les cantiques de Noël. Discret, Redfield profite de l'exode de nombreux hommes d'affaires riches et célèbres pour que son propre exode passe sous silence dans la presse locale. Donc, il est rentré en cachette en arrière des autres. En 1936, Redfield et son épouse Nell vont faire l'achat d'une somptueuse propriété entièrement faite de pierre, baptisée le Sierra Vista Castle, qui existe encore. Vous pouvez aller le regarder sur Google, c'est d'une laideur totale et absolue. La demeure était munie d'un stationnement souterrain en 1936 et d'un sous-sol spacieux. Et la propriété était située en haut d'une colline en plein centre d'un terrain d'un tiers de mile. Donc les voisins y étaient loin et les Redfield avaient la paix. Et là, ayant fait sa fortune en travaillant comme spéculateur boursier,
C'est sans surprise que vous allez apprendre que Redfield, c'était un gambler. Son jeu de prédilection, c'était la roulette. Et dès son arrivée à Reno en 1935 et jusqu'à sa mort en 1974, il était reconnu comme étant parmi les clients les plus importants des casinos du coin. Pour s'assurer sa fidélité, certains casinos ont même augmenté la limite de gageure, spécifiquement pour M. Redfield. Je veux gager plus! Ok, vas-y fort! Mais là, Redfield, il était un homme très conservateur et un libertarien. Il était très vocal dans sa haine du IRS, des impôts et des démocrates. Il trouvait que Ronald Reagan, c'était le meilleur président #ever. Ok. Et il se rendait souvent dans les town halls, donc les réunions municipales, pour chialer et dire que il comprenait pas pourquoi lui il devait payer des impôts. Il disait toujours que le gouvernement, selon lui, n'avait aucun droit constitutionnel d'exiger quelque argent que ce soit de ses citoyens, et il a même tenté à plusieurs reprises de poursuivre l'État pour ne pas payer ses impôts. C'est drôle, moi je suis sûre que le gouvernement a très exactement ce pouvoir-là de te faire payer tes impôts. Mais ça, c'est juste ta opinion, comme dirait Elisabeth. C'est ma opinion. C'est ma liberté de te rappeler que le gouvernement, oui, il a ce pouvoir-là de te faire payer tes impôts. Ok, ça m'a pris tout ce temps-là pour trouver sa maison sur Google, mais je suis d'accord avec toi, c'est terriblement laid. Je vous invite à aller voir ça. On dirait comme de l'artisanat de quelqu'un qui vit au bord de la plage. On dirait comme les maisons dans Westmount qui sont comme en flanc de montagne, tu sais, mais au lieu d'être des belles briques, c'est toutes des roches pas égales. Oui! Il manque juste une coupe de coquillages collés avec un fusil à quelque chose. Oui, c'est ça! C'est assez épouvantable. Oh, intéressant. Parfait. On continue. Et parce qu'il haïssait dépenser, M. Redfield a confié au journaliste Robert Laxalt: « Parier à la roulette est une folie dénuée de toute logique. Les joueurs sont des fous, et je suis l'un d'eux. Par contre, ce n'est pour moi qu'une occupation, et parce que j'ai de l'argent, c'est mon droit que d'y prendre part. » Encore son droit pis ses libertés, là. Il y a tellement de droits, M. Redfield. Mais pour moi, cette citation-là, c'est le plus comme « Dis-moi que t'es un républicain sans me dire que t'es un républicain. » Le 29 février 1952, Laver Redfield et sa femme quittent leur demeure pour aller exercer le droit fondamental de Monsieur Rich de Monsieur Redfield, soit aller prendre un petit lunch au casino et jouer une coupe de tours de roulette. Un hobby comme un autre. Hey, écoute, hein, il y en a qui jouent au bowling puis il y en a qui gâchent tout leur argent. Ouais. En route, le couple a croisé une de leurs amies. Ah! Une jeune femme élégante, qui croisait régulièrement autour des tables de casino et qu'ils avaient par ailleurs invitée à souper à quelques reprises. Oh, mon Dieu, la chanceuse! Cette femme, c'était Jeanne d'Arc Michaud, une auteure, compositeur et peintre originaire de Sainte-Agathe-des-Monts. Celle-ci avait quitté la belle province pour épouser un médecin du Connecticut avec qui elle a vécu pendant quelques années. Constatant en 1949 que leur mariage était un échec, ils se sont rendus à Reno, la capitale du divorce éclair. Ah! Alors, si Jeanne d'Arc s'est rendue à Reno pour le divorce facile, elle est restée pour l'exaltation des tables de jeu et l'énergie digne du Far West qui régnait dans la ville. Son nom, c'est Jeanne d'Arc. Oui, c'est Jeanne d'Arc. C'est un beau nom, Jeanne d'Arc, j'aime ça. Oui. Son prénom? Ouais, Jeanne d'Arc, c'est un prénom. Wow. Oui, ma grand-mère, une de ses meilleures amies s'appelait Jeanne d'Arc. Ouais, une de mes tantes, elle avait une amie qui s'appelait Jeanne d'Arc, puis elle me contait toujours des histoires avec elle, puis j'étais comme, c'est pas une personne. C'est pas ça qui se passe dans l'histoire de Jeanne d'Arc. Mais non, mais ça, c'est Jeanne d'Arc Michaud. Oui. Ouais, c'est ça. Utilisant l'argent du divorce, Jeanne d'Arc Michaud a ouvert une pension et a tenté de faire carrière comme compositrice de chansons populaires. Elle voulait avoir des number one au hit parade. Oh! Yes. Est-ce qu'elle a écrit Splish Splash quand je prends mon bain? Et non, elle ne l'a pas fait. Ah, malheureusement. Et maintenant, je vais vous lire un extrait d'un article sur Jeanne d'Arc Michaud, où on décrit la ville de Reno, d'une manière pas exagérée pour 5 scènes, et c'est un article de Monsieur Daniel Brou. Oh! La seule évocation du nom à l'époque fait rêver tous les désillusionnés et les exaltés du continent. Les aventuriers sur le retour qui comptent leur dernier coup de chance, les joueurs compulsifs et les racketteurs de tout acabit. Toute une humanité paumée échoue dans cet Eldorado accouru des 4 coins de l'Amérique. Mais à quelle espèce appartient donc notre compatriote? Votez dès maintenant!
À ce numéro 1-800, oui, c'est ça, appelez-nous. Écoute, Daniel Prou, il avait la plume, il y allait fort. Il y a la plume endiablée, je trouve. Il Je trouve ça est beau. très dramatique, là, Ouais. c'est le Shakespeare du crime. Oh! Alors, tandis que Laverne Redfield et son épouse piquaient un brin de jasette avec leur amie québécoise, une scène digne d'un film de la Panthère Rose se déroulait dans leur domicile pendant qu'une bande de cambrioleurs entrait par effraction afin de dérober le contenu d'un coffre-fort que M. Redfield avait dissimulé dans un garde-robe. Pendant que les Redfield jouaient à la roulette, les cambrioleurs se sont enfuis avec pas moins de 1,5 million en argent, en bijoux et en titres négociables. Aujourd'hui, on parlerait d'environ 13 millions de dollars US. Quand même. Quand même beaucoup. De retour à son domicile, Redfield a constaté les dégâts et appelé la police pour signaler le vol. Malheureusement, celui-ci, en bon libertarien pur et dur, n'a absolument pas coopéré à l'enquête et il a déclaré que, et je cite... C'est sa liberté. Non, c'est sa liberté de fermer sa gueule. Ouais, son droit de pas les aider à la police. Il a déclaré que perdre 1 ou 2 millions, ça passe encore, mais s'il avait fallu qu'il fasse du mal à mon chien, une si brave bête... Je vous rassure, le chien était correct. Ça a pas fait un John Wick, là. Non, le chien était correct. Les voleurs lui avaient lancé un gros os de jambon pour le distraire pendant qu'il se remplissait les poches. Pour vrai? Oui, Ben voyons donc. Ah, il est donc bien chanceux. comme le début du film Clou. Oui! Avec Tim Curry. Oui. Mon Dieu, il est chanceux, ce chien-là. Il est très chanceux, ce chien-là. Chassez, ce chien chanceux, ce chat. Chanceux, ce chien qui mange le jambon. En plus, les voleurs, ils n'avaient pas pensé à fouiller une autre valise démantibulée qui se trouvait dans le garde-robe et qui contenait 1 autre million en bons négociables. Yeah, I guess. Okay. Sans l'aide de Redfield, la police est seulement parvenue à trouver sur le lieu du crime un bouton de chemise et les empreintes de la paume d'une main et d'un talon. Mais pourquoi qu'il veut pas les aider? C'est Parce quoi que c'est son son problème? droit! Parce que... Ah, ok. C'est son droit de pas vouloir avoir son argent. Exact. Il fait pas confiance à la police. Voyons donc! Mais il est bien épais! Mais là, malheureusement, en 1952, on n'allait pas très loin avec ça. L'ADN et etc., c'était pas encore... Ouais, non. On n'était pas C'était là. facile de get away avec n'importe quel crime en 1952. Mais il y avait le bertillonnage, je vous en ai parlé l'autre fois. Comme... Il y avait les empreintes digitales. Ouais, ouais, t'avais juste à te raser la tête avec des lunettes de soleil pis t'étais correct. T'étais seté pour la vie. Mais là, une maudite chance, parce que le destin, pas le jeu, le actual destin, The Game of Life. et la tweetitude des cambrioleurs allaient bientôt venir en aide aux policiers. Sweet. Flash forward, le 9 mars 1952. C'était vraiment pas la journée de Leoname Giordano, une serveuse originaire de Reno. Elle avait flambé toute sa mise de départ au blackjack, mais elle tentait de s'accrocher et espérait que la chance allait bientôt tourner en sa faveur. Elle se rend à la caisse du casino afin d'obtenir de la monnaie pour un billet de 1000 $. Aussitôt, le caissier remarque que le numéro de série du billet correspond à l'un de ceux qui avait été dérobé chez M. Redfield. En tout, le magot comptait 200 de ces billets dont Redfield avait noté les numéros de série parce que t'es gratteux ou tu l'es pas. Il était un peu maniaque, là, c'est ça que j'allais dire. Oui. Mais c'est son Puis droit. le caissier du casino était aussi assez méticuleux dans son travail, disons, pour remarquer les numéros de série d'un billet de banque, voyons donc. Peut-être que ça fait partie de leur job, t'es noté aussi. Ouais. Puis il devait pas recevoir beaucoup de milles non plus. Non, mais ce que j'ai compris dans le temps, c'est que dès qu'il y avait un vol à Reno, il avertissait les casinos si les voleurs allaient jouer avec l'argent qu'ils avaient volé. C'est probablement ça que les voleurs allaient faire anyway, Harry. Comme Daniel Prou le dit. Exactement, parce que c'est le lieu, c'est l'Eldorado du désespoir, de la débauche. Des Oui, désabusés. c'est ça, l'Eldorado du désespoir. Alors, le caissier appelle la police et pour les informer de sa trouvaille, et la police se rend sur les lieux pour arrêter Leoname Giordano. Pendant son interrogatoire, Giordano révèle qu'elle a reçu le billet fautif d'un dénommé Andy, un homme originaire de Milwaukee. Oh! Andy de Milwaukee. Andy de Milwaukee! C'est un bon jeu. Whatever! Andy n'était que de passage dans la région, mais il s'était rapidement amouraché de la jolie serveuse et lui avait remis le billet afin que celle-ci ait des fonds pour lui rendre visite dans son patelin du Midwest, comme si quelqu'un voulait aller dans le Midwest. Tiens, mais piastres, viens me voir chez en plein milieu d'un champ avec des vaches. Viens, dans le Midwest, on a des vaches. Giordano avoue également à la police qu'elle avait dérobé à son beau Andy
6 autres de ses billets pendant que celui-ci essayait une paire de pantalons chez le tailleur. Ah, là, c'est moins la romance, là. Elle lui avait fait les poches et s'était enfuie, laissant le monsieur littéralement déculotté. Oh non! Oh non! Mais c'est ça la romance à Reno, c'est de ça que ça a l'air. Ouais, pauvre Andy de Milwaukee. Alors, mesdames, votre date est pas très intéressante, amenez-la chez Simon, s'essayer une paire de Vas-y, jeans, ça va puis... Pis c'est jeans. Hey, si Ben vous aimez les jeans, prenez-les. Alors, la police a écarté Giordano à titre de suspect et a déclenché une chasse à l'homme afin de retrouver le fameux Andy et ses pantalons. Les policiers font le tour des hôtels de la ville pour en consulter les registres. Rapidement, l'enquête les mène à Andy Young, originaire de Milwaukee, qui avait récemment séjourné dans la ville et qui était reparti le lendemain du fameux cambriolage chez les Redfield. En consultant les dossiers du FBI, on s'aperçoit également qu'Andy n'en est pas à ses premiers débats avec la justice. Il a déjà été condamné pour meurtre et vol dans l'Illinois, et des agents fédéraux l'avaient suivi en filature de Milwaukee à Reno parce qu'ils le soupçonnaient de faire partie d'un réseau de trafiquants de drogue. Oh non! Une chance qu'il n'a pas fait le vol pendant que les agents étaient là. C'est comme, ah! Les agents sont dans leur auto pis sont comme, qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on devrait C'est faire? comme, notre job, des fois, est trop facile. Oui, aussi, oui. Mais là, encore là, on cherche un homme qui s'appelle Andy, qui vient du Milwaukee et qui est passé à Reno. Mon Dieu, mais il y a un homme qui s'appelle Andy qui vient du Milwaukee. Il me semble qu'il aurait dû donner un faux nom, je sais pas. C'est pas trop smart pour lui. C'est trop facile. Le 10 mars, le FBI procède à l'arrestation d'Andy et compagnie. Parmi cette bande de joyeux lurons, on compte 2 autres hommes originaires de Milwaukee, soit John Trilieghi et Frank Sorrenti, 35 et 37 ans, qui travaillaient comme vendeurs de savon à domicile. Apparemment, c'était un travail dans ce temps-là. T'as-tu besoin de savon? Puis là, ils ouvraient leur valise, puis elle était pleine de savon. Ah, j'espère que oui. Savon. Non, ils mettaient ça dans leur poche de manteau, là. Ils ouvrent leur manteau. Shampoing. Savon, rasoir. Petite poudre pour le lave-vaisselle. Et ils ont arrêté 2 hommes qui étaient originaires de Reno, dont Louis Catsigli, 44 ans, un ancien boxeur qui s'était recyclé comme portier, Nice. et Bento Robinson, 65 ans, un homme à tout faire qui avait déjà travaillé pour les Redfield. Il y avait un man on the inside. Voilà. Tout ce que ça prend. Une fois tout ce beau monde réuni, les agents fédéraux débutent les interrogatoires et constatent rapidement qu'une pièce semble manquer au puzzle. Tous les membres de l'opération déclarent qu'ils ont été engagés par Louis Casigli et que lui-même recevait des ordres d'une fort jolie jeune femme qui se faisait appeler Madame Arthur Grant. Okay. On cuisine alors Casigli et celui-ci finit par cracher le morceau. Madame Arthur Grant, la femme fatale, la belle brune mystérieuse au cœur de cette intrigue, c'est Jeanne d'Arc Michaud. Non! Oh! La jeune femme élégante et amie du couple Redfield qui piquait un brin de jasette avec eux le jour du cambriolage. Oh. La conversation n'était pas anodine. Michaud faisait le guet et s'assurait de laisser assez de temps à ses complices pour s'infiltrer dans la demeure des Redfield pour leur dérober une partie de leur fortune. Oh. Et c'est aussi elle qui avait révélé à ses amis que le couple avait un chien de garde qui pouvait cependant facilement être distrait avec un bon gros os de jambon au miel. Mium, mium, mium. Ben, je veux dire, moi aussi, là. Une fois Michaud identifié par ses complices, le FBI procède à son arrestation tandis que celle-ci se trouve à bord d'un train reliant LA à Chicago. Michaud transportait 50 000 $ en espèces, 28 bijoux et environ 180 bons transférables. Arrêtée pour complicité dans le cambriolage de la demeure des Redfield et pour avoir transporté de la marchandise volée en dehors d'un État, elle sera emprisonnée à Flagstaff en Arizona, où elle va tenter de se suicider par overdose, mais sera sauvée in extremis par le personnel médical de la prison. Mais là, Michaud, elle a un alibi. Elle dit que M. Redfield lui avait donné la permission de voler le contenu de son coffre-fort. Ah? Et là, j'entends tout le monde dans la maison faire « Pfff! Oui, c'est ça, Jeanne d'Arc. T'avais la permission de voler l'homme le plus gratteux de l'histoire. » C'était aussi mon avis au début de mes recherches. Oui. Mais là, je vais vous parler de comment le procès s'est déroulé et je pense que vous aussi, vous allez avoir les sourcils qui vont vous monter un petit peu plus haut que l'autre. On peut faire les plus hauts que ça, là, les sourcils. Non, et vous aussi, vous direz « C'est incroyable! » C'est incroyable! Alors, lors du procès de Jeanne d'Arc,
Laverne Redfield, il a décidé que lui, les procédures judiciaires, parce que c'est un libertarien, il s'en lavait les mains. Ça m'intéresse pas, ces histoires-là. Il est cohérent. On peut dire qu'il est quand même cohérent là, dans sa philosophie. Là. Alors, au lieu de se présenter pour livrer son témoignage contre Jeanne d'Arc, il est parti pour un petit voyage de plaisance en Californie, ce qui a eu résultat qu'il s'est fait arrêter pour outrage au tribunal. C'est ça, c'est parce que c'est pas optionnel quand t'es convoqué en cours. Non. Tu peux pas faire comme... Si vous êtes convoqué en cours, c'est pas si ça te le tente. Non, ça me tente pas, j'aimerais ça aller chez Winners à la place. On fait des trouvailles à tous les jours. Mais il fait beau aujourd'hui. Ça m'adonne pas, là. Je vais aller prendre une marche dehors. Alors, il va être rapatrié à Reno, où il va être jeté en prison, et il va partager la cellule voisine au gentil voleur qui lui avait dérobé son coffre-fort. Ah! Humilié, Monsieur Redfield va finir par cracher 50 000 $ pour être libéré sous caution et dire que oui, il allait venir au procès, même si ça le gosse parce qu'il voulait faire une brassée de serviettes ce jour-là. Ok, il va être là. Mais là, quand on prête attention au témoignage de Michaud, on peut comprendre que Redfield a peut-être essayé de se sauver avec son épouse. Michaud raconte qu'elle a rencontré Redfield en juin 1951 dans un casino. Elle décrivait Laverne comme un homme qui achetait des légumes pourris au marché pour sauver une coupe de scène, mais qui ne sourcillait pas quand il perdait près de 35 000 $ autour d'une table de roulette. On a tous et toutes nos priorités dans la vie, hein? Ouais, mais ça checks out, ça... Moi aussi, j'aime ça, les légumes poqués, mais j'aime pas ça perdre des millions de dollars dans un casino, par exemple. Quand c'est priorité... Je m'identifie juste à une portion de cette information. Jeune et jolie, Michaud a déployé ses charmes afin de séduire l'ex-financier. Marié depuis déjà plusieurs années, Redfield est tombé en amour par-dessus tête avec ce que la presse américaine a décrit comme étant une spicy québécoise. Ça, pour Spicy Keb, pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas du Québec, sachez que c'est aussi ce qu'on appelle une poutine avec une coupe de gouttes de tabasco dedans. Pour vrai? Non. Ok! Je me disais, bon, c'est comme le Jolly Rogers, un autre affaire que je connais pas. Bon, ok, non, c'était pas une vraie Une spicy québécoise. Une spicy. Ben, ça doit être bon, pareil, j'essaierai. Ben, moi, je mets toujours une petite goutte de tabasco dans ma poutine. Tu mets de la sriracha sur ta pizza. Non, moi, je mets pas ça dans ma poutine. Ouais, moi, je l'apprécie comme tel. Ou avec de la mayo, ce qui est un peu weird. Classique. C'est bon. Ouais. Bon, garde-toi. Montage. Ma confession. Confession de poutine. Alors, Laverne Redfield et Jeanne d'Arc Michaud, ils auraient fait de nombreux voyages ensemble. Et Redfield aurait même éventuellement promis à la belle Jeanne d'Arc qu'un jour, il allait l'épouser. Un jour, tandis que la femme de Redfield s'était absentée, ce dernier avait invité Michaud chez lui pour jouer au Scrabble? Au Twister. Wink, wink, wink. Strip Scrabble. Redfield a alors reçu des visiteurs impromptus et s'est empressé de cacher Michaud dans le garde-robe de la chambre des maîtres. C'est là, squeezé dans le noir entre un jean plein de trous et une chemise à carreaux, que Michaud a senti quelque chose de dur et de froid. Un coffre-fort, get your head out of the gutter, you out! Une fois les visiteurs partis, Michaud a interrogé son amant au sujet du coffre-fort qu'elle venait de trouver. C'est quoi ça? C'est un beau meuble design qui vient du Danemark? C'est ça, du design scandinave? Pourquoi tu mets ta table de chevet dans ton garde-robe? Alors, Redfield aurait ouvert le coffre-fort sous le regard ébahi de Michaud et s'est littéralement mis à make it rain en lançant l'argent dans les airs et en s'exclamant « Je suis riche! C'est tout à moi! » Ça sonne pas vrai, ça! On va mettre ça sur un t-shirt. Ça sonne un peu littéral. Je suis riche, c'est ça tout à moi! Ça sonne un peu littéraire. Je suis plus fort que la police et je vais jamais mourir. L'amour aussi est plus fort que la police. Michaud aurait alors proposé à Redfield de lui confier le contenu du coffre-fort afin que celle-ci soit financièrement indépendante et pour éviter le scrutin de Madame Redfield. Hésitant, Redfield a demandé à Michaud de lui laisser un moment pour y réfléchir. Il voulait dormir là-dessus, comme la nuit porte conseil.
Mais là, Michaud, elle aurait dit à Redfield que celui-ci n'aurait plus le droit de l'embrasser tant et aussi longtemps qu'il refusait de lui donner le contenu du coffre. Oh, les menaces à sœur, là. Du chantage émotionnel. Fait que là, elle portait une cagoule. C'est ça. Non, pas de bec. Non, pas de bec. Au moment de son procès, Michaud a affirmé que c'est après 10 minutes que Redfield est revenu sur sa décision. Il acceptait de lui remettre le contenu du coffre si celle-ci parvenait à faire passer la transaction pour un cambriolage. Oh! Devant une salle bondée où Madame Redfield elle-même était Oh! présente pendant le procès, Non! Michaud a déclaré « Monsieur Redfield tentait de m'embrasser, mais je lui ai dit qu'il ne m'aurait plus jamais, sauf si nous avions une entente. » Redfield a accepté et nous avons seal the deal sans papier ni crayon. Une petite poignée de main. Avec notre sang! C'est un pack de sang! Puis il paraîtrait que quand elle a dit we made a deal without pen and paper, il paraîtrait qu'elle aurait eu un petit regard. Fait qu'ils se sont donné un bec. Oh. Ils se sont donné un bec, c'est ça. Puis là, il y a une petite Smoochy, musique jazz qui smoochy. jouait ouais. dans le fond, là. Tu Sax. sais, la petite musique dans Ouais. Twin Peaks quand Audrey Horne rentrait dans une pièce, là. C'est que c'est... Wink wink! Mais là, moi, je pense que Madame Michaud, elle a rajouté une coupe d'affaires dans son témoignage parce que ça sonne un petit peu trop comme le début d'un roman à l'eau de rose. Michaud a ensuite expliqué à Redfield qu'elle aurait besoin de cambrioleurs expérimentés pour réussir son coup. Pas des beginners, des experts. Non, Non, pas des amateurs. Ocean Eleven. Avec le chandail rayé, là, pis la cagoule, pis tout. Inquiet, Redfield a d'abord refusé parce qu'il craignait que les cambrioleurs exigent une plus grande somme d'argent que ce qui se trouvait dans le coffre. Avec un straight face, Michaud lui a assuré qu'elle engagerait des cambrioleurs honnêtes. Ben oui. Whatever the hell that is. Plein de cambrioleurs. Des cambrioleurs honnêtes, on appelle ça pas des politiciens. Joke de petit. Ah! C'était la joke politique de Yes! l'épisode! T'en prends toujours une. Michaud s'est alors mise au travail et a commencé à organiser ce qui deviendrait l'un des vols les plus profitables de l'histoire des États-Unis. Produisant des plans détaillés de la résidence Redfield, elle a engagé Andrew Young, Frank Soretti, John Trieggi, Louis Gazigli et Bento Robinson. Ok. Toute la gang était là. Au terme du cambriolage, Michaud s'est enfui à Los Angeles avec la plus grande partie du butin. Nice. Les vendeurs de savon sont rentrés à Milwaukee à bord d'une Cadillac flambant neuve. Oh. Et l'homme à tout faire est resté sur place, dans le fond, M. Robinson, est resté sur place et a dissimulé sa part de 37 000 $ dans un coussin de chaise. C'est un gros coussin de chaise. Quand même. Mais là, Andy, notre fameux Andy, Ouais, Andy de Milwaukee. de la chanson d'Erita Mitsuko, il était resté derrière. Et sans doute que s'il n'était pas resté derrière, ben, le FBI aurait rushé un petit peu plus pour retrouver ce beau monde-là, hein. Et en plus, Andy, quand il s'est fait voler ses pitalons par Madame Giordano, il a bully M. Robinson pour que M. Robinson lui donne son argent. Oh non, dans son coussin de chaise! Alors, M. Robinson, il a été obligé de lui donner son 37 000 $ parce que Andy, il avait mis son argent dans ses pitalons puis quelqu'un était parti avec ses pitalons. Et là, suite à son arrestation, Jeanne d'Arc Michaud a confié à un journaliste du journal de Flagstaff, en Arizona, qu'elle était une bonne catholique et que ses parents lui avaient inculqué des bonnes valeurs d'entraide et de générosité, fait que tout le contraire du libertarisme. Et elle a juré, up and down, qu'elle voulait utiliser l'argent dérobé pour aider des gens en difficulté. C'est-à-dire elle. La pauvre et l'orphelin. Elle avait accepté que Redfield ne l'épouserait jamais parce que jamais il voudrait payer un divorce et un deuxième mariage, il était ben trop gratteux pour ça. Et alors, en échange de son silence, elle exigeait qu'il lui paye une chambre et qu'il lui remette assez d'argent pour qu'elle puisse l'investir dans une œuvre de charité. Non, mais il aurait jamais fait ça. C'est ça que toutes les maîtresses font. Ils prennent l'argent pour l'investir dans des œuvres de Dans la charité. charité. Lors de l'enquête, Redfield y coopère encore pas vraiment. Mais pourquoi coopérer? Lui, il affirme que Michaud, il la connaît à peine, qu'il faisait juste la croiser une fois de temps en temps au casino, et il jure qu'il n'a jamais partagé son oreiller avec Madame Michaud, qui est un bel euphémisme. Partager son oreille. Mais Oh. il partage Ben oui. beaucoup, M. Redfield. Elle est Non, vraie. il partage absolument rien. Débrouille-toi, amène ton propre oreiller. Non. C'est t'amènes ton sleeping bag quand tu vas dans le show. Mais c'est pas très gros un oreiller non, Non. plus. T'sais, faut vraiment que ta tête soit collée sur l'autre tête pour partager Ça, c'est un oreiller de corps, là. Oh Ah, oui, oh wow. Tu sais, un oreiller avec une petite animée, un animé japonais. Non, Monsieur Redfield, quand il organisait des potlucks, mais dans le fond, t'amenais ton lunch. Ouais. Et là, quand les agents du FBI lui ont demandé s'il avait permis
à Madame Michaud de s'emparer du contenu du coffre-fort, il n'a pas offert de réponse. Et il a tout simplement dit que Madame Michaud était une femme particulière. Ça veut rien dire, ça. Ok, mais il la connaissait pas beaucoup. Mais Non. il la connaissait assez pour savoir qu'elle était particulière. Elle avait des très petits sourcils. J'ai vu Oui. ça tantôt sur Google. Qui étaient très éloignés l'un de l'autre. Elle ressemble un peu à Hélène Bourgeois-Leclerc. Oui, avec encore moins de sourcils. Et là, mesdames, est-ce que vous voulez deviner l'issue du procès de Jeanne d'Arc Michaud? Moi, je pense qu'elle a été innocentée. Parce qu'elle était trop séductrice. Ouais, moi aussi. Elle a séduit le Avec ses jury. petits sourcils. Coupable. Non, pour vrai. Le 25 juin 1952, Michaud Yes. est reconnu coupable du vol et sentencé à 5 ans de prison. Une injustice totale. Mais là, si Michaud, elle a pas mal disparu à sa sortie de prison, Redfield, lui, il avait pas fini avec le FBI. Pour vrai. Non, parce que le FBI, quand ils ont retrouvé le butin, ils ont fait une découverte assez intéressante. Parmi les billets de banque et les titres négociables, ils ont trouvé une enveloppe que les voleurs n'avaient pas ouverte. Ok. Sur le coup, le FBI, ils ont passé ça sous silence. Ils ont mis ça de côté dans un petit tiroir. Ouais. L'enveloppe contenait une note rédigée par Redfield à l'attention de sa femme pour lui révéler qu'une partie de sa fortune se trouvait dissimulée derrière un faux mur dans le sous-sol de la résidence familiale. Comme Eric Asselin? Oui. Oh my god. Wow. Dans la note, Redfield expliquait à sa femme que le fisc ne peut pas réclamer d'impôts sur l'argent dont il ignore l'existence. Nudge, nudge, wink, wink! Oh, Hein? Tu peux pas me demander des impôts sur l'argent que tu sais pas qu'il existe? c'est ça, hein? Tu fais de l'évasion fiscale, mais au lieu de l'envoyer dans les Bahamas, tu mets ça dans un faux mur dans ton sous-sol. Alors le FBI a fait une petite chasse au trésor en suivant les instructions laissées par Redfield et ont bel et bien trouvé une cache composée de 270 000 $ en pièces d'argent, des silver coins. Comme le coffre-fort de Gripsou, là, où les paniers dedans. Oh! L'argent a été mis en sécurité dans une banque et a été transféré à Redfield quand l'enquête sur le cambriolage a été conclue. Par contre, le FBI n'a pas lâché le morceau et c'est 6 ans plus tard que Laver Redfield a été arrêté et accusé d'évasion fiscale. La lettre servait comme smoking gun. Oh! Mais c'est dur de nier Ouais, ça. Et Monsieur Redfield est mort en 1974 à l'âge de 77 ans d'une crise cardiaque. Sa fortune se chiffrait alors à pas moins de 70 millions de dollars US. 70 000 $, il avait tout dépensé. C'est tout dépensé au casino. Il n'y avait plus rien, il y avait juste sa maison. Là. Ça va être en grosse rush. Aujourd'hui, ce sera environ 371 millions de dollars US. Ah! Et toujours aussi peu enclin à dépenser de l'argent, Monsieur Redfield avait rédigé son testament lui-même, sans l'aide d'un notaire ni d'un avocat, ce qui est une très mauvaise idée. Si vous voulez pas que votre argent se retrouve à l'État, vous faites affaire avec un notaire, vous ne faites pas votre testament vous-même. Et sa famille a eu bien des soucis parce qu'on a trouvé un deuxième testament qui avait été rédigé 4 ans après le premier. Et il y avait beaucoup de clauses dans ce testament-là qui invalidaient le premier testament. Mais là, il y a eu une longue bataille légale qui s'est déclarée parce qu'on n'était pas capable d'authentifier le deuxième testament et qu'on avait aussi des doutes sur le premier. Donc, ça a été un peu compliqué. J'ai pas vraiment trouvé comment ça s'est réglé, mais la demeure vraiment laide qui a l'air de l'artisanat, elle appartient encore à la famille Redfield. La famille Redfield habite toujours à Reno dans le Nevada, grâce à l'argent de leur grand-papa un petit peu excentrique, qui a peut-être eu une maîtresse qui était une spicy québécoise du nom de Jeanne d'Arc Michaud. Alors, c'était cette histoire que j'avais envie de vous raconter parce que je la trouve vraiment Oh! comique. Oh! Ben, effectivement, j'avais jamais entendu parler de ce Non, cas-là, pas mal du toutes tout, mes du tout. sources, sauf pour l'article de Daniel Proust, c'était que des journaux américains. Mais c'est le fun de constater avec Jeanne d'Arc Michaud et aussi Georges Lemay et Claude Faneuf que les Québécois vont faire plein de crimes aux États-Unis aussi. On est international. Voilà! J'ai l'impression que c'est plus facile aussi aux États-Unis à cause de toutes ces lois-là qui prônent les libertés Exactement. individuelles. C'est plus facile de crosser le système. Tu es libre de scraper plein d'affaires, de ne pas collaborer avec la police Ben et oui, de ne puis pas c'est- faire ton testament comme du monde. C'est génial! Puis te sauver sur ton yacht C'est ça ton yacht parké en Floride. en stand-by. Et t'es libre d'avoir une petite maison laide.
Ben aussi, oui, ça c'est une liberté que tout le monde a, même ici au Québec. Et de perdre tout ton argent autour d'une table de casino. Oh. Ça dépend des quartiers, en longtemps que ta maison soit bien entretenue, mais il y a des quartiers qui permettent pas que ta maison soit là. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, Ni que ton gazon soit long. Non, pas de maudite décoration de Noël gonflable. Les bénines de Noël. Ah non, 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 c'est illégal, j'ai appelé la police. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, si vous êtes aussi des libertariens et des libertariennes, écrivez-nous un peu de crime à gmail.com. On a toujours des belles transitions comme ça. Qu'est-ce que vous aimez le plus faire avec vos libertés? Oui, ouais. Est-ce que vous aimez cacher de l'argent dans vos murs? Est-ce que vous aimez mettre de la mayonnaise sur votre poutine, comme moi? Ou est-ce que, au contraire, je devrais être envoyée en prison pour ce crime contre la bonne nourriture québécoise? Mais envoyez pas Catherine en prison, parce qu'il y aura pas de nouveaux épisodes d'Un peu de crime. Non, ben, c'est ça. Il faut pas non plus appeler le 911 à cause de ma maillot sur la poutine. C'est pas un cas qui va être très pertinent pour eux, puis la police va probablement rire de vous. Mais donc, nous vous invitons à nous écrire un peu de crime à gmail.com et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook à Un peu de crime et sur Instagram à Un peu de crime dans ton café. Et est-ce qu'on a un petit mot de la fin cette semaine? Est-ce qu'on a envie de chanter la bamba encore? On pourrait varier un peu, spice up our life, puis varier les finales, là? Est-ce qu'on a un mot de la fin? Ben, je pense qu'on peut remercier nos auditoristes aussi parce qu'on on est rendu à plus que 1000 likes sur Facebook et on est vraiment sur le derrière. Votre amour nous surprend à tous les jours. On vous remercie du fond du cœur. Catherine et moi, on avait vraiment parti ça parce qu'on s'ennuyait tellement une de l'autre pendant la pandémie. Donc, c'était une raison pour être ensemble, jaser, avoir du fun, prendre un café ensemble, parce qu'avant, on allait souvent travailler ensemble dans des cafés, puis là, c'était notre manière un petit peu de revenir autour d'un café et de savoir que vous aussi, ça vous fait du bien d'avoir cette conversation un peu one-sided avec nous et de venir prendre un café avec nous pour briser un peu l'isolement. Ben, pour vrai, ça nous fait super plaisir. Il y en a même parmi vous qui nous ont écrit pour nous dire que ça vous donnait vraiment l'impression d'être avec des amis autour d'une table de café, ce qui était exactement ce qu'on voulait faire. Donc, merci encore pour votre support. Ça vient vraiment nous chercher. On est super heureuse de savoir que ce qui nous apporte du plaisir, ça vous en apporte à vous aussi. Donc, merci infiniment. Merci à chaque fois que vous nous recommandez à des amis, à des membres de votre famille, à des inconnus sur Facebook qui demandent des suggestions de podcasts. Vraiment, merci du fond du cœur. En effet, on ne pourrait pas y arriver sans vous. Sans vous, on serait juste en train de se raconter nos histoires une à une, puis de pas partager ça avec personne. Mais contrairement à Ayn Rand, nous, on pense qu'il y a de la bonté dans le partage. Et ça nous fait plaisir. Hey, j'ai bouclé la boucle encore avec... Mais ouais, c'est ça, on vous remercie du fond du cœur pour tout votre soutien. Et c'est ça, on est très encouragés par le succès, entre guillemets, le succès du podcast jusqu'à date, puis ça nous encourage pour la suite, et on espère pouvoir continuer longtemps à faire des podcasts pour vous, chers auditeurs, chers auditrices. Donc, merci beaucoup. Yes. Et merci, Mégane, d'avoir été avec nous. T'es vraiment un good sport. C'était tellement le fun. Oui, merci. Tu reviendras quand tu voudras. Oh. On a toujours assez de café pour toi, Ouais. Mégane. On partage Oui, ici. absolument. Nous, on partage, OK? Oui. C'est ça qu'on fait. On n'est pas des vrais C'est mon libertariens. droit. Non, absolument pas, c'est des blagues. On vient d'enlever nos perruques, on n'était pas des vraies Oui, libertariennes. c'est ça, c'est notre droit de vous raconter des histoires de crimes. Alors, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, pour plus de crimes dans votre café. Bye! Merci tout le monde, bye!